L'avocate de ma sœur me pointait du doigt, furieuse. Ce n'est qu'une aide-soignante déguisée qui a manipulé un homme mourant. On ne peut pas lui faire confiance avec 5 euros, encore moins avec 8 millions. Ma sœur Olivia poussa un sanglot digne d'un film à gros budget. Elle nous a volé les dernières années avec lui, sanglota-t-elle. Le juge me regarda. Mademoiselle Veil, avez-vous une objection? Je ne me levai pas. Je jetai simplement un œil à ma montre. Pas encore, dis-je. J'attends le portier. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent avec l'efficacité fatiguée d'un homme ayant passé sa vie dans les archives. Un inconnu entra. Il ne portait pas le genre de costume en soie italienne de l'avocat d'Olivia. Plutôt un gris trop grand, prêt à porter, avec une mallette qui semblait avoir survécu à une guerre. Il ne regarda ni le public, ni mes parents, Marc et Déborah, qui tendaient le cou comme des vautours curieux. Il se dirigea droit vers le bureau du greffier, y déposa une grande enveloppe cachetée, et s'adressa au juge. Votre honneur, je représente le département fiduciaire de la Banque nationale d'Osorne. Nous sommes les nouveaux administrateurs de la succession en question. L'atmosphère changea instantanément, de la chaleur émotionnelle d'un drame familial à l'air glacial de la finance institutionnelle. L'avocat d'Olivia bondit, son fauteuil hors de prix grinçant. Objection. Nous n'avons pas été informés d'un fiduciaire d'entreprise. Il s'agit d'une affaire successorale. Asseyez-vous, maître, répondit le juge sans lever les yeux, déjà en train d'ouvrir l'enveloppe. Le bruit du papier déchiré fut le seul son audible. Je regardai les mains de ma mère jointes sur ses genoux, ses jointures devenues blanches. Elle me lança un regard mêlé de colère et d'incompréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne paniquais pas. Elle cherchait la peur qu'elle avait semée en moi depuis mes 14 ans. Mais je n'avais pas peur. C'est moi qui avais conduit grand-père à la banque 3 ans plus tôt. Moi qui avais patienté pendant qu'il signait les papiers. Je savais exactement ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Le juge sortit un document, lut l'entête, puis leva les yeux vers Olivia. Mademoiselle Veil, saviez-vous que les actifs de votre grand-père avaient été transférés dans une fiducie irrévocable avant son décès? Olivia, confuse, s'écria d'une voix aiguë. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est justement pour ça que nous sommes ici. Le certificat de fiducie dit tout le contraire, répliqua calmement le juge. Il tourna une page. Et il contient une clause très claire concernant les contestations juridiques. Il lut à voix haute. Article 9, section C, clause de non-contestation. Tout bénéficiaire qui engage une procédure contestant la validité de cette fiducie ou la capacité du fondateur perdra immédiatement tout droit sur la succession, comme s'il était décédé avant le fondateur, sans descendance. Le silence qui suivit était lourd, étouffant. Je regardai mon père. Marc, la bouche entr'ouverte. Lui qui aimait intimider les serveurs, les ouvriers, et moi. Mais là, il fixait l'homme en costume bon marché avec une terreur pure. On ne peut pas intimider une banque. On ne manipule pas un contrat. L'avocat d'Olivia avait l'air d'avoir avalé un citron. Il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. En déposant cette requête d'urgence accusant grand-père d'incompétence, il n'avait pas lancé un combat, mais dégoupillé une grenade dans leurs propres mains. Votre honneur, balbutia l'avocat en sueur. Nous retirons la requête. C'était basé sur des informations incomplètes. La requête est déjà déposée et inscrite au registre, répondit le juge en refermant le dossier. La fiducie est active. Le fiduciaire est présent. Les actifs sont sécurisés. Votre demande de contrôle d'urgence est rejetée. Ma mère laissa échapper un cri bref, agrippant le bras de mon père. Olivia se tourna vers moi, les yeux paniqués. Tu le savais, siffla-t-elle assez fort pour que l'huissier avance. Je t'ai dit d'attendre, répondis-je calmement. Ils croyaient affronter une sœur impuissante. Ils avaient oublié que depuis 10 ans, je gérais la vie de personnes bien plus puissantes et impitoyables qu'eux. Je n'avais pas besoin de crier. Je devais juste attendre qu'ils signent eux-mêmes le piège. Et ils l'avaient fait. La salle s'emplit de cette énergie nerveuse et basse d'une ruche renversée. L'avocat d'Olivia chuchotait furieusement à mes parents. Déborah tentait de se faire toute petite dans son manteau matinal. Marc fixait le vide où se trouvaient autrefois ses millions, le visage cramoisi, ruisselant. Ils avaient peur. Pour la première fois de ma vie, je les voyais minuscules. Je m'adossai contre le dossier en bois dur et les observais s'effondrer. C'était fascinant, comme regarder un immeuble s'écrouler au ralenti. On voit les fissures avant d'entendre le bruit. Et pendant que Marc essuyait la sueur de sa lèvre, un souvenir me frappa. Ce n'était pas une salle d'audience. C'était une cuisine. Il y a 15 ans, l'air sentait le whisky éventé et la catastrophe imminente.
J'avais 14 ans. La mâchoire en feu, gonflée, douloureuse comme un vieux clou rouillé. Je revenais tout juste d'une chirurgie dentaire en urgence. Ma mâchoire était désalignée, mes molaires broyés provoquaient des migraines si fortes que je perdais connaissance. L'opération avait coûté 12 000 €. La même semaine, l'entreprise de BTP de mes parents déposait le bilan. Ils m'ont fait asseoir à la table. Ma mère pleurait, ces mêmes sanglots bruyants, artificiels, qu'elle rejouait aujourd'hui au tribunal. Mon père tournait en rond, un verre d'alcool ambré débordant sur ses doigts. On a tout perdu, avait rugi Marc, frappant la table du poing. La maison, les camions, les contrats. Tout envolé. Il pointa un doigt tremblant vers mon visage tuméfié. À cause d'elle. Si on n'avait pas gaspillé ce capital pour ses dents, dit-il à ma mère, sans me regarder, comme si je n'étais qu'un meuble. On aurait pu couvrir le prêt. On aurait tenu ce trimestre. Elle nous a saignés. Elle nous a ruinés. Je l'ai cru. Mon Dieu, je l'ai vraiment cru. J'étais là, 14 ans, la bouche pleine de coton, portant le poids de leur faillite comme un sac de pierre. Je suis devenu le gouffre. Le mauvais présage. La cause de leur chute, du club privé au loyer social. Ils racontaient cette histoire à tout le monde. À Noël, à Pâques, on vivrait encore dans la grande maison si Caitlin n'avait pas eu besoin de cette opération. Ça devint une légende familiale. Un caillou bien tranchant à jeter dès qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Puis Olivia est arrivée. 3 ans après le crash, pile quand papa avait escroqué un nouveau prêt. Elle, c'était le renouveau. L'innocence. Elle a eu les cours de danse, les profs particuliers, l'amour. Moi? La facture. J'ai passé ma vingtaine à rembourser une dette qui n'existait pas. Je payais leur loyer quand Marc oubliait ses impôts. Je faisais les courses quand Déborah claquait l'argent en déjeuner réseau. Je me suis vidée en pensant qu'un jour, la balance finirait par s'équilibrer. Qu'un jour, il me pardonnerait d'exister. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler pour mon patron, un homme qui comprenait vraiment la finance, que j'ai fait les comptes. 12 000 € ne ruinent pas une entreprise millionnaire. La fraude, oui. Le détournement de fonds, les vacances payées avec le compte pro, oui. Ce n'était pas mes dents qui avaient tout détruit. C'était leur avidité. Leur bêtise. Leur arrogance. Mais un narcissique ne se regarde pas dans le miroir. Il lui faut une poubelle. Et cette poubelle, c'était moi. Je l'ai fixée depuis l'autre côté de la salle. Marc croisa mon regard. Son expression changea, il avait ce regard qu'il avait toujours quand il voulait que je paie. Ce regard plein d'exigence, persuadé que je réparerais, parce que je lui devais bien ça. Il ouvrit la bouche. Probablement pour me souffler, répare ça. Je soutins son regard. Je ne sciais pas. Je laissai le silence s'installer, glacial et lourd comme une pierre tombale. Tu m'as accusé de ta faillite. Tu m'as fait porter ta honte pendant 15 ans. Tu m'as appelé un fardeau, alors que c'est moi qui t'ai gardé un toit sur la tête. Tu voulais un fardeau? Te voilà servi. Le compte était clos. Et cette fois je ne paierai pas. Olivia, elle, s'était figée. Cette immobilité juste avant que le verre n'explose. Le juge venait de lui dire que sa requête l'excluait définitivement de la succession. 8 millions évaporés. Je vis le moment où elle comprit. Ce n'était pas du chagrin. C'était la panique pure d'un train de vie désormais hors de portée. Elle se leva. Ses mains blanches d'avoir trop serré la table. Et là, les larmes jaillirent. Des sanglots déchirants, instantanés. Une performance digne d'un César. Il n'était plus lui-même, hurla-t-elle, se tournant vers le public. Le juge. C'est lui qui lui a lavé le cerveau. Le juge fronça les sourcils. Ce sont de graves accusations, mademoiselle Veil. C'est la vérité, cria Olivia, le doigt tremblant pointé sur moi. Elle l'a isolé. Coupé du monde. Elle a changé les serrures. 3 ans contente de le voir. Elle l'a traité comme un prisonnier. Ce testament, ce n'est pas le sien. C'est le sien. À elle. C'était l'arme nucléaire. Les mots magiques, maltraitance des aînés, influence indue. Ceux qui gèlent les tribunaux et déclenchent des enquêtes. Marc vit une ouverture. Il bondit, ignorant son avocat. C'est vrai, votre honneur, tonna-t-il, indigné. Elle nous empêchait d'entrer. La veille de Noël, on est venu apporter ses cadeaux à mon père. On est resté dehors, dans le froid, à supplier. Elle nous a fermé la porte au nez. Elle a ri. Elle a empêché un fils de voir son père mourant à Noël. Des murmures dans la salle. Le juge me fixa, le visage fermé. Une fille cruelle, privant une famille aimante de leurs adieux, un soir sacré. C'était une histoire écrasante.
Je restais impassible. Muette. Mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Le 24 décembre, 23h30. Grand-père était dans son lit médicalisé, au salon. Il respirait grâce à un masque à oxygène haute pression. Ses poumons lâchaient. Son angoisse montait à chaque bruit de voiture. Je mesurais sa dose de morphine. Quand le vacarme commença. Ce n'était pas une frappe. C'était un poing qui martelait la porte. Je rampais jusqu'au Judas. Marc et Déborah étaient là. Coiffés de bonnets de Noël, les verres de vin à moitié pleins à la main. Titubants. Ils n'étaient pas venus pour voir grand-père. Ils étaient venus parce qu'ils avaient quitté une soirée plus tôt, pour mettre en scène un moment familial, à publier sur leurs stories Instagram. Ouvre, sale sangsue, avait hurlé Marc à travers la porte. On sait qu'il est là-dedans. Grand-père m'attrapa le poignet. Ses yeux écarquillés par la peur. Ne les laisse pas entrer, souffla-t-il, son moniteur d'oxygène se mettant à biper. Je t'en supplie, Cathy. Je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Ne les laisse pas entrer. Je vérifiai le verrou. J'éteignis la lumière du porche. Je m'assis par terre, près de son lit, et lui tins la main, jusqu'à ce que les coups cessent et que leur voiture quitte l'allée. Voilà leur fameuse visite pleine d'amour, un raid ivre, au milieu de la nuit, qui faillit provoquer une crise cardiaque à un homme mourant. Mais dans la tête de Marc, il était la victime. Il croyait vraiment à son mensonge. Il se souvenait de cette nuit comme d'un rejet, pas comme d'une agression. C'est ça avec les narcissiques. Ils réécrivent l'histoire pour se faire passer pour le héros de chaque tragédie. Votre honneur, lança l'avocat d'Olivia, saisissant l'élan, si le défunt a été isolé et manipulé, la fiducie est invalide. Nous demandons la suspension de l'autorité du fiduciaire, le temps d'enquêter sur des soupçons de maltraitance. Le juge me regarda. Mademoiselle Veil, avez-vous une réponse à ces accusations? Mes paumes étaient moites. Mais mes mains restaient croisées sur la table. C'était le moment. Si je parlais trop tôt, ce serait leur parole contre la mienne. Si je m'emportais, je passerais pour instable. Je devais les pousser à s'engager. À déposer officiellement leurs accusations. Je jetai un regard au fiduciaire. Un simple hochement de tête. Je restai silencieuse. Maître, dit le juge au représentant de la Banque nationale d'Ossorne, l'homme au costume froissé. Le fiduciaire a-t-il des éléments concernant cette prétendue isolation? Le défunt a-t-il été empêché de communiquer avec sa famille? Le fiduciaire ne se précipita pas. Il ouvrit sa mallette et en sortit un journal en cuir épais. Usé, la reliure craquelée par les années. C'était le journal de grand-père. Nous avons des preuves, votre honneur, dit-il. Mais elles ne montrent pas que mademoiselle Veil l'a isolé. Elles montrent que les requérants l'ont abandonné. Il s'avança vers le bureau du greffier et y posa le journal sur une pile de documents. Je marque ceci comme pièce B, journal personnel du défunt, communément appelé le registre des rejets. Et je l'accompagne de la pièce C, 5 années de relevé détaillé de l'opérateur AT&T au nom du défunt. Les sanglots d'Olivia cessèrent net. Son silence était plus éloquent que ses larmes. Elle fixait le livre comme s'il contenait une bombe. Exposez votre dossier, ordonna le juge. Le fiduciaire ouvrit à une page marquée. Entrée du 12 mars, anniversaire d'Olivia. Il lut d'une voix neutre. Appelé pour chanter joyeux anniversaire. Envoyé sur messagerie. Aucun retour. Il leva la facture téléphonique. Appel sortant vers le numéro se terminant par 4492. Durée, 4 secondes. Aucun appel entrant de ce numéro durant tout le mois. Ma mère grimaça. Olivia baissa les yeux vers ses mains. Le fiduciaire tourna la page. Entrée du 19 juin, fête des pères. Attendu Marc. Il avait dit qu'il passerait après le golf. N'est jamais venu. Caitlin a fait des steaks. Relevé AT&T à l'appui. Aucun appel entrant de Marc Veil ce jour-là. Un seul SMS sortant à 20h, tu viens? Sans réponse. C'était une exécution. Lentement, méthodiquement, leur version de la réalité était démolie. On était débordé, grand-père l'avait noté. Chaque promesse non tenue, chaque visite annulée, était inscrite, ligne après ligne, dans l'écriture tremblante d'un vieil homme qui ne voulait qu'une chose, voir sa famille. Le visage de Marc vira au pourpre. C'est privé, bafouilla-t-il. On ne peut pas lire le journal d'un mort. C'est une preuve d'état d'esprit, répondit sèchement le juge. Asseyez-vous. Le fiduciaire ouvrit à la dernière page marquée. Entrée du 24 décembre, veille de Noël. Un silence glacial envahit la salle. C'était la fameuse nuit. Celle dont Marc venait de parler sous serment.
Le fiduciaire lut. 23h45, Marc et Déborah arrivent ivres. Frappe violente à la porte. Il crie. Le défunt prend peur. Son rythme cardiaque monte à 160. Caitlin garde la porte fermée. Il ne veut pas qu'il le voie dans cet état. Le fiduciaire posa le journal. Il lut le relevé. Appel au 112 à 23h48, initié par le défunt. Annulé avant connexion, après l'arrêt des coups. À cet instant, le compte du fils aimant s'effondra. Le tribunal ne vit pas une famille endeuillée. Il vit un homme ivre terrorisant son père mourant, un soir de Noël. Marc s'enfonça dans son siège, démasqué. Le fiduciaire conclut. Caitlin ne l'a pas isolé. Elle l'a protégé. L'avocat d'Olivia feuilleta nerveusement les pièces. Nous demandons une suspension d'audience. Refusé, coupa le juge. Vous avez lancé l'accusation. Vous avez ouvert la porte. Maintenant on entre. Il se tourna vers moi. Olivia prétend que grand-père n'était pas lucide au moment de signer la fiducie. Avez-vous une réponse? Je hochai la tête. C'était le moment. Oui, votre honneur. Je ne me suis pas contenté de m'occuper de lui. Je l'ai géré. Et je savais que ce jour viendrait. L'avocat bondit, criant à l'objection. Il avait 89 ans, sous antidouleur puissant, paranoïaque. Un carnet gribouillé n'est pas une preuve, c'est un signe de déclin. Olivia ajouta. Il confondait les noms. Caitlin lui faisait signer ce qu'elle voulait. Le juge se tourna vers le fiduciaire. La banque dispose-t-elle de preuves sur ses capacités mentales? Le fiduciaire me regarda. C'était mon signal. Je ne lui ai pas dit où signer, déclarai-je. Je gérais son emploi du temps. Je gérais sa succession. Et je savais que dès qu'il mourrait, vous viendriez pour l'argent, et que vous diriez qu'il était fou. Je fis face au juge. Le matin où la fiducie a été modifiée, j'ai programmé 2 rendez-vous avant la banque. Le fiduciaire présenta un nouveau dossier. Pièce D, attestation de capacité mentale, signée par 2 psychiatres judiciaires, rédigée 2 heures avant la signature. Les 2 experts avaient conclu qu'il était lucide, cohérent, parfaitement conscient de sa situation financière et familiale. Les séances avaient été filmées. Les enregistrements remis au tribunal. Dans la vidéo, il déclare clairement vouloir protéger son héritage des projets de dépenses d'Olivia. Olivia devint livide. Elle hurla. Ces médecins coûtent 5 000 € par jour. Je n'avais pas cet argent. Je ne les ai pas payés, répondis-je calmement. Je les ai planifiés. Le fiduciaire brandit 2 chèques annulés, tirés du compte du défunt, signés de sa main. En note. Examen de capacité, validé 3 mois avant signature. Silence. La voix du juge baissa d'un ton. Votre partie vient de jurer sous serment qu'il était inapte. Le tribunal dispose pourtant de vidéos et de témoignages d'experts attestant de sa lucidité. Il marqua une pause. C'est un parjure, dit-il froidement. Et comme cette requête visait à saisir les biens sur la base de ce mensonge, c'est aussi une tentative de fraude. Il rejeta la demande avec préjudice, convoqua une audience disciplinaire et déclara la clause de non-contestation activée. Olivia ne reçut rien. Le marteau tomba. Dehors, sur le parking, ma famille était défaite, assise près de leur dernière Mercedes. Marc tenta de négocier. On fait appel. On divise. En famille. Je le fixai droit dans les yeux, et je lui rendis ces mots. Pris en charge? Comme quand tu as mis les factures à mon nom et ruiné mon crédit? Il me supplia. Il parlait de dettes, de la maison qu'ils allaient perdre. Tu étais fini il y a 15 ans, dis-je. Tu m'as juste utilisé pour que les lumières restent allumées. Olivia me sauta dessus et me saisit le bras. Je ne bronchais pas. Lâche-moi. Ou j'appelle le fiduciaire et j'ajoute agression à la liste. J'ouvris ma voiture. Ma mère sanglotait, on n'a plus rien. Je démarrai. Je regardai mon père droit dans les yeux. Tu as raison, papa. Tu n'as plus rien. Mais au moins, tu n'as plus de fardeau. Je partis. 3 semaines plus tard, le fiduciaire m'appela. Le transfert était terminé. Les avoirs liquides versés. Les actes enregistrés. Le jugement final déposé. Olivia, condamnée à 150 000 € de frais de justice. En route vers une liquidation judiciaire. Pendant l'instruction, les auditeurs avaient découvert des incohérences dans l'histoire de dettes professionnelles de mes parents. Une enquête fiscale était lancée. Dans le bureau silencieux de grand-père, son vieux carnet en cuir reposait sur le bureau. Le livre qui m'a sauvé. Je lus la dernière page. Il avait vu la vérité. Il savait que j'étais la seule à avoir payé mes dettes.
Et il voulait me protéger de ceux qui ne voyaient en moi qu'un compte en banque. J'ouvris mes contacts. Papa. Olivia. Je ne les ai pas bloqués. Je les ai supprimés. Un par un. Ils n'étaient plus ma famille. Juste des étrangers qui avaient connu une fille. Qui payaient leur loyer. Et cette fois, quand ils sont venus frapper, je n'ai pas ouvert le portail.